Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, mon cher Mathieu, Marie-Louise Arsenault, notre animatrice préférée qui sévit à Radio-Canada et à Télé-Québec, je me suis trompé. Alors, donc, Marie-Louise Arsenault, sur Twitter, a écrit: j'ai passé 2 heures avec des jeunes de 15 et 16 ans à entendre parler de colonialisme, de féminisme, de racisme et des enjeux liés au genre. Avis à ceux que tout cela exaspère, vous avez pas fini d'en baver. Cette génération est en feu. Donc, pour elle, tous les jeunes sont woke. Il y a 2 choses. Premièrement, se pencher vers des jeunes de 15-16 ans à la manière de porteurs d'une vérité nouvelle, sans se demander d'où tirent-ils ces idées globalement, devrait être... il y a quelque chose d'un peu étrange dans une telle affirmation. C'est-à-dire, on devrait quand même se demander qu'est-ce qui fait que ce sont les idées qui se répandent dans une génération. On pourrait se questionner sur le discours dominant dans l'institution scolaire, par exemple, mais c'est une question comme ça. Cela dit, moi, j'ai quand même envie, une fois que tout cela est dit, de dire que il ne faut pas croire que tous les jeunes aujourd'hui se versent dans la wokitude, et plusieurs des jeunes intellectuels les plus intéressants à percer en ce moment, ils sont tous en train d'écrire leur premier livre, ils écrivent déjà des articles dans les revues, dans les journaux, ils participent à la vie publique, et j'aimerais en présenter quelques-uns aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux, parmi les plus intéressants, critique justement cette espèce d'hégémonie idéologique, cette hégémonie, cette wokeness, cette woketé, ce wokisme dominant. Alors, je vais vraiment les présenter brièvement, quitte d'en dire un peu plus sur chacun d'entre eux après. D'abord, l'un d'entre eux, parce qu'il a fait paraître un texte il y a quelques jours dans nos pages, dans le Journal de Montréal, Alexis Tétrault, qui a publié un texte magnifique, Lettre à un jeune intellectuel québécois, où il remettait en question l'obsession raciale qui commande aujourd'hui les rapports sociaux, qui commande la représentation des identités. Il se tournait vers l'œuvre d'André Gladu. Et là, à partir d'une réflexion sur l'œuvre de Gladu, il se penche sur le rapport à l'identité qu'ont les Québécois, qu'ont les francophones en Amérique, au-delà de la couleur de la peau, en voyant comment la culture, l'histoire, la langue, c'est infiniment plus important que la couleur de la peau en tant que telle, que les véritables solidarités humaines se créent là. Alors, Alexis Tétrault, c'en est un qu'on va pouvoir suivre dans les prochaines années, qui est tout à fait intéressant. Un autre, Étienne Alexandre Beauregard. Étienne Alexandre Beauregard, qui a son propre blog, qui publie de temps en temps d'ailleurs sur sur le site journal dans la section Faites la différence, mais qui a son propre blog, une machine, faut le dire comme telle, une capacité de production exceptionnelle. Je crois qu'il a 20 ans, une capacité de décrypter les discours dominants, une capacité de lecture remarquable, une critique fine, nuancée chaque fois de l'idéologie dominante à partir d'une lecture des textes, parce qu'à la différence de ceux qui répètent les prières et slogans de l'époque, il lit les textes pour vrai. Et à partir de là, il construit une réflexion sous le signe du nationalisme québécois, d'un nationalisme tout à fait éclairé, qui rappelle, qui porte un discours critique sur les questions d'immigration, de multiculturalisme, tout ça, mais à sa propre manière, avec sa propre sensibilité. Donc, Étienne Alexandre Beauregard à suivre. 2 derniers, mais je pourrais en nommer plusieurs autres. Philippe Lorange. Philippe Lorange, qui a parti il y a 1 an et demi à peu près, il a lancé le manifeste contre le dogmatisme universitaire, le dogme universitaire. Il était capable de fédérer plusieurs personnes pour dénoncer justement, bien avant que ça soit à la mode, tout ce discours aujourd'hui qui, pas seulement d'étudiants, de professeurs souvent, qui utilisent leur classe pour faire une forme de propagande d'une manière ou de l'autre, qui idéologisent le savoir, ce savoir universitaire qui est en fait trop souvent une forme de militantisme idéologique maquillant discours expertocratique. Il a une plume magnifique, Philippe Lorange. On peut le lire souvent, il publie partout des lettres ouvertes et ainsi de suite. C'en est un qu'il faut suivre. Un dernier que je me permets de mentionner, mais comme je dis, il y en aurait d'autres, David Santorossa, qui, lui, autour de 25-26 ans, je crois, peut-être 27, si je me trompe, qui publie très souvent dans les pages de la revue Argument, l'excellente revue Argument. Il a notamment publié, il y a quelques mois,
une critique très fine et très détaillée du film Briser le code de Fabrice Ville. Il avait critiqué très finement le livre de Judith Lucie, On ne peut plus rien dire. On le peut le lire très souvent sur Twitter, soit dit en passant. Alors David Santarossa, c'en est un autre qu'il faut suivre et qui est particulièrement intéressant dans sa critique de l'idéologie dominante. Et pourquoi je prends la peine... Oui, excuse-moi. Non, mais je veux dire, être jeune, là, avoir dans la vingtaine, fin vingtaine, là, et défendre ce genre d'idées-là, alors qu'on sait que le climat règne dans les universités, il faut que tu sois particulièrement courageux. Ah ben oui, il faut un vrai courage parce qu'il y a un prix à payer ensuite sur le plan académique, il y a un prix à payer sur le plan professionnel, il y a un prix à payer sur la possibilité de faire carrière dans la vie de l'esprit, la vie intellectuelle, parce que les postes risquent d'être bouchés, les postes risquent d'être bloqués, l'institution n'est pas particulièrement accueillante envers la diversité intellectuelle. C'est la seule forme de diversité qu'on n'aime pas aujourd'hui, la diversité intellectuelle, la diversité des idées, la diversité des points de vue. Donc, il construit, mais ce qui est passionnant, c'est que, et ça c'est le propre des positions, on pourrait dire dissidentes, c'est qu'il y a un discours dominant. Et pour entrer dans l'espace public, il déconstruit justement cette hégémonie pour montrer comment c'en est une. Il montre comment un discours qui se présente comme naturel, comme allant de soi, comme étant de sens commun, comme étant incontestable, qu'on puisse même pas le contester, imaginer le contester. Ils le prennent, ils le décryptent, ils le critiquent, ils en font un travail, ils font de ce point de vue un vrai travail d'hygiène intellectuelle. Je me permets d'ajouter, parce que c'est pas un détail, ils écrivent très bien. Toute la différence, je crois, entre ceux qui répètent le catéchisme dominant des sciences sociales, puis il en fait des fils à écrire en écriture inclusive, avec des points médians, des traits assurés, puis ça devient lisible quelquefois, et des gens qui non seulement ont une vocation intellectuelle, mais en plus savent écrire. Il y a une dimension personnelle dans ce qu'ils recherchent. Il y a une quête personnelle qui transparaît dans le style. Je pense à Philippe Lorange, qui a véritablement une plume dans le meilleur sens du terme, une plume polémique, qui sait porter la querelle sur l'essentiel. Alexis Tétrault, qui a une plume mélancolique, d'une beauté dans ses analyses. Santarossa, une écriture très sobre, très analytique et qui décrypte. Étienne Alexandre Beauregard, qui sait reprendre le langage des sciences sociales pour être capable de déconstruire ce qu'elle nous propose. Donc, il y a quelque chose, il y a un moment intellectuel qu'on ne voit pas en ce moment parce qu'il n'est pas repéré par les figures autorisées de la pensée subventionnée, mais et le tribunal woke qui se permet de dire si on est devant quelque chose qui est intéressant ou non. Mais il se pourrait que ces jeunes esprits nous soient tout à fait intéressants dans les prochaines années, qu'ils incarnent une véritable résistance intellectuelle. D'ailleurs, Étienne Alexandre Beauregard a répondu au tweet de Marie-Louise Arsenault en disant à tous ceux qui croient que le nationalisme est un combat d'arrière-garde, vous n'avez pas fini d'en baver non plus. Ma génération n'est pas que ramassis de militants woke et intersectionnels. C'est ce qu'on veut dire. C'est une formule assez bien tournée quand même. Donc non, je pense qu'il faut s'intéresser aujourd'hui à cette génération qui apparaît, qui n'est pas reconnu par l'institution comme telle, mais qui fait sentir un désaccord intellectuel, qui fait sentir un désaccord de fond et qu'il faudra suivre. Moi, je suis très curieux de lire leur premier livre dans les prochaines années. Ça va être, je crois, à chaque fois un événement intellectuel. Tout à fait. Et lorsque c'est toujours la même chose, quand on parle des musulmans, on montre toujours des musulmanes voilés et jamais les musulmanes non voilés. Et lorsqu'on parle des jeunes, on montre toujours les jeunes woke, alors qu'il y en a qui le sont pas. Écoute, Mathieu, une question comme ça qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu serais capable de reconnaître le talent et le cheminement, les raisonnements de jeunes intellectuels qui sont pas woke, mais qui sont fédéralistes? Ah ben bien sûr, non mais je me rappelle là-dessus, pour avoir eu le privilège d'enseigner régulièrement, je continue d'enseigner un peu, mais donc beaucoup plus jeune, je voyais quelquefois des étudiants que je trouvais remarquablement intelligents, brillants, tout ça, qui n'étaient pas particulièrement de mon école, disons ça ainsi, qui étaient, on n'était pas appelés à voter de la même manière, mais par la qualité de leur lecture, par la qualité de leur réflexion, ils construisaient quelque chose, c'est-à-dire c'était pas simplement, ils récitaient pas un credo, il y avait une réflexion appuyé sur des lectures, parce que c'est quand même important, dernière essence de la vie intellectuelle, de savoir de quoi on parle. Et je suis souvent été frappé par la qualité de certains étudiants comme tels. Et ça, pour moi, en ces matières, l'intelligence n'a pas de parti. L'intelligence n'a pas de camp. L'intelligence peut se faire valoir dans tous les camps. Il se trouve, par ailleurs, qu'être dans une
situation intellectuellement, je dirais, dans une perpétuelle remise en question de sa propre légitimité. Hein. Vous êtes raciste, vous êtes sexiste, vous êtes phobe, vous êtes ci, vous êtes d'extrême, toutes les insultes qui peuvent venir. Eh bien, ça donne quand même une certaine vigueur intellectuelle pour ne simplement apprendre à ne pas se laisser enfermer dans des catégories aliénantes qui visent à nous transformer en monstres. Ah. Donc peut-être est-ce la raison pour laquelle il y a une telle vigueur intellectuelle chez ces jeunes personnes que j'ai évoquées. C'est en bonne partie parce que justement il y a un malaise par rapport à l'époque. Ils le théorisent, ils le construisent intellectuellement parce qu'ils sont pas simplement dans la stratégie de carrière qui consiste à embrasser l'idée payante pour avoir son poste plus rapidement. Mais cela dit, oui, évidemment qu'il y a des esprits supérieurs, il y a des esprits particulièrement intelligents dans toutes les tendances, féministes, fédéralistes, multiculturalistes, de gauche, de droite, de centre. Ensuite, on peut avoir nos affinités avec certains plutôt qu'avec d'autres. Mais pour moi, l'intelligence n'a pas de camp. Ensuite, il se trouve que ne pas être dans le discours hégémonique, ça force à faire des efforts intellectuels supplémentaires et on en voit le résultat dans la qualité des textes que j'évoquais tantôt. Mais j'aime bien ça quand tu parles d'académiciens, de professeurs et d'étudiants qui embrassent les idées à la mode pour pouvoir faire avancer leur carrière. On peut dire la même chose de certaines animatrices et certains animateurs. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. 346. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mon cher Mathieu, tu es un conservateur, donc toi, tu respectes les institutions qui sont vieilles, ancestrales. Hein, tu l'as toujours dit, tu as un respect pour, par exemple, l'Église catholique. La monarchie, on dit que les parlements se suivent et ne se ressemblent pas. Tu peux avoir un gouvernement à gauche, un gouvernement à droite, mais la monarchie assure une certaine continuité et s'assure que les valeurs et la culture de l'Angleterre perdurent dans le temps. Alors, toi qui es souverainiste, est-ce que quand même tu respectes la monarchie sur ce point-là? Ah ben oui, bien sûr. Moi, si j'étais britannique, si j'étais anglais, ce que je ne suis pas par ailleurs, je serais tout à fait sympathique à cette institution qui incarne la continuité de l'histoire de mon pays. Si j'étais anglais, si j'étais britannique, je me rappellerais qu'à des moments importants de l'histoire, la couronne a été capable d'incarner la continuité, une forme de stabilité au moment de la guerre. Je me dirais que c'est une expression institutionnelle de l'identité britannique, à tout le moins de l'identité anglaise. Et si j'étais anglais, je serais tout ça. Mais et si j'étais anglais, ce que je ne suis pas, je serais assez agacé par l'espèce de spectacle des ados royaux exilés, hein, de ces milliardaires qui se prennent pour des prolétaires, ou de ces millionnaires, pardon, je viens de les déclarer, j'ai pas voulu les surclasser, qui se prennent pour des prolétaires et qui sont en exil dans un palace doré, dans une villa dorée, en train de nous expliquer à quel point la vie est difficile en cette année pandémique, comment ne pas pleurer avec eux sur leur sort. Mais donc, si j'étais britannique, je serais assez vexé. En plus des accusations un peu perfides, une accusation de racisme, on ne dit pas qui elle vise. Donc, c'est toute l'institution qu'on accuse à travers ça. Je verrais tout cela, puis je me dirais, quand même, c'est tout un coup de pub, hein? C'est-à-dire réussir à... Parce que qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quelle est la véritable aristocratie symbolique de l'époque? C'est l'aristocratie des victimes. Le privilège moral, c'est celui qui dit « je suis une victime, donc je suis », et plus encore, « je suis une victime, donc je suis plus que toi. Hein? L'humanité a une dette envers moi parce que je suis une sainte victime. » Et là, on a ce couple singulier. Si j'étais britannique, je me dirais que ces deux-là, franchement, ont manqué de réserve. Je comprendrais probablement le désarroi des uns et des autres. Hein. La tristesse et le malheur existentiel peut toucher toutes les classes sociales, mais je me dirais quand même que ces gens-là manquent un peu du respect dû à l'institution, et c'est à se demander dans quelle mesure l'éthique de l'authenticité qui consiste à déverser ses sentiments en toutes circonstances, c'est compatible avec l'institution monarchique. Mais c'est tellement pas britannique. N'étant pas anglais, oui. Je regarde tout ça à la manière d'un pitoyable spectacle et je me dis que les Québécois, encore une fois, devraient, pour mille et une raisons, mais ici ça relève de l'hygiène intellectuelle et de l'hygiène mentale, mais se détacher le plus possible politiquement et institutionnellement
de ces querelles qui ne sont pas les nôtres et qui appartiennent justement au recyclage people de la monarchie britannique. La monarchie britannique qui s'avilit en croyant se renouveler, en embrassant un visage people qui aujourd'hui se retourne contre elle. Mais c'est tellement typique de notre époque ce qu'on a vu dimanche avec Oprah, c'est-à-dire qu'une société qui ne parle que de droits et jamais de devoirs. Donc ces gens-là veulent tous les privilèges attachés à la monarchie. Il se fait encore appeler prince. Il veut la gloire, il veut l'argent, il veut tous les privilèges qui vont avec. Soudainement, les portes de Netflix s'ouvrent par magie parce que c'est Prince Harry qui cogne à la porte, mais sans les devoirs, c'est-à-dire les tâches plates, là, d'être un monarque, là, puis d'assister à des inaugurations de jardins botaniques, puis tout ça. Là. Ben moi, je sais pas exactement quelle image. Mais non, mais moi, je suis d'accord. En fait, c'est la formule. Hein. Est-ce qu'il s'agit de servir ou de se servir? Alors, s'il y avait des privilèges traditionnellement accordés, il y en avait, c'est vrai qu'on puisse dire, à l'aristocratie, à la noblesse, à la monarchie, historiquement, parce qu'ensuite, ces privilèges-là se sont installés et se sont défendus pour eux-mêmes. Mais c'était en échange théoriquement, d'un devoir plus grand, d'un sens du devoir, d'un engagement, d'une réserve, c'est-à-dire les privilèges se payaient d'un engagement plus grand, d'une existence vouée à quelque chose qui les dépassait. C'est pas exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans cette espèce de dégénérescence symbolique de la monarchie sur le mode people. Désormais, qu'est-ce que c'est? C'est que ça permet à une actrice de série B de s'acheter la possibilité d'un titre royal et d'ensuite pleurer parce qu'elle n'a pas une vie de princesse version Disney. Et puisque ça fonctionne pas, et là c'est fascinant quand même, j'y reviens, l'accusation de racisme est utilisée sans la préciser. Parce qu'effectivement, si quelqu'un a dit ce qu'elle prétend, ce qu'on prétend, eh bien effectivement, cette personne-là, c'est scandaleux. Ce qu'elle a dit, s'inquiéter de la couleur de la peau du bébé, ce serait scandaleux. Mais puisqu'on lance l'accusation de manière venimeuse comme ça, sans préciser ce dont il est question, c'est toute une institution qui est touchée. Qui est touchée de quelle manière? Eh bien, justement, la manière de personnes qui voulaient goûter les délices des fontaines de chocolat, qui voulaient goûter le monde doré des princesses et des princes, mais qui ne voulaient pas des fonctions qui venaient avec ça. Et c'est le grand contraste de ce point de vue entre Élisabeth II, qui incarne, puis qui a été d'ailleurs magnifiée par la série The Crown ensuite, mais qui incarne à un certain sens de la réserve, de la discipline, de la pudeur monarchique, avec de l'autre côté ceux qui ne veulent en retenir finalement que le clinquant et le brillant. Nulle surprise ici, mais le contraste est tellement fort qu'on pourrait presque en pleurer si on était en le film, tout à fait, le film de Queen, qui était à la base, là, qui a inspiré après ça la série The Crown. Le film de Queen, qui était sur la reine après la mort de la princesse Diana, où tout le monde pleurait en public et tout ça, et qu'on demandait à la reine, sortez de votre réserve et participez à ce spectacle des larmes publiques et de brailler puis tout ça. Et tu vois dans une scène magnifique où la reine sort, puis bon, parce que les gens demandent qu'elle montre une émotion, et elle sort puis elle regarde les fleurs qui sont là, qui est déposées là en souvenir de Lady Di, puis tu sens que ça ne tente pas de participer à cette game-là. Et elle a dit, les Anglais, on est comme ça, il y a une retenue, il y a une pudeur, et elle est importante. Et arrêtez de me demander de participer à votre show. Oui, mais absolument. Ça, c'est une chose fondamentale. Hein. C'est-à-dire, certains peuples sont associés à des vertus, disons ça comme ça. On pourrait dire que il y a chez les Français, il y a cette image de l'élégance, de l'art de la conversation. Chez les Italiens, il y a aussi l'élégance, mais une forme de joie de vivre aussi. Chez les Anglais, il y a une pudeur, une saine pudeur. Je pense que c'est le général de Gaulle qui disait que le peuple britannique avait su faire de l'ennui une vertu. Il disait qu'il n'y avait pas un pays dans le monde où on s'ennuyait autant qu'en Grande-Bretagne, et particulièrement dans un club anglais où on avait transformé l'ennui en art de vivre. C'est quand même pas mal. Les Américains ont comme vertu l'esprit d'entreprise, l'efficacité. On pourrait trouver à chaque peuple des vertus. La vertu, en réalité, il y a un véritable sens de la retenue qui se voit partout, dans une certaine élégance vestimentaire, dans une manière d'aborder la société, dans un certain flegme britannique. Hein. On parle rarement du flegme italien, mais on parle du flegme britannique, et de la même manière, on va pas parler de l'extravagance anglaise, on va parler de l'extravagance italienne. Ensuite, ce sont des stéréotypes, ce sont des images, mais qui disent quelque chose du caractère du pays. La monarchie britannique trouve sa grandeur, dans la mesure où on lui en trouve une, dans cette retenue, dans cette capacité de ne pas céder justement à l'époque lacrymale. Or, aujourd'hui, le contraste est là. Le contraste est entre cette espèce d'impératif lacrymal et de l'autre côté, cette saine retenue qui permet aux institutions justement de traverser le temps. Mais aujourd'hui, justement, il faut en permanence, c'est des réseaux sociaux, pas seulement, il faut en permanence
afficher sa vertu. Il faut en permanence afficher sa sensibilité, son authenticité. C'est l'authenticité théâtralisée et scénarisée. C'est le grand contraste de ce point de vue entre la retenue et de l'autre côté, cette éthique de l'authenticité mise en scène, scénarisée, théâtralisée, Oprah Winfreyisée. On regarde le contraste et on se dit, c'est presque entre deux mondes qu'il faut choisir, mais manifestement, il y en a qui voulaient là-dedans la fortune, la gloire, mais aussi la vie de starlette. Quand on vit tout ça ensemble, ça fait nos deux tourtereaux exilés. Et c'est pour ça que même si je veux rien savoir de la monarchie, je rêve qu'on s'en débarrasse au Québec et au Canada. Cela dit, j'ai toujours un faible pour Élisabeth II qui dit il faut résister au temps, il faut résister aux modes. C'est la fonction, enfin, à chaque institution, sa fonction. Je veux dire, c'est la fonction des grandes monarchies d'être capable d'incarner surtout dans les temps modernes, elles incarnent la continuité et la permanence de l'histoire. On pourrait même dire à certains égards, mais ça, je parle pas au niveau des questions de morale privée mais je parle au niveau de l'institution, l'Église catholique trouve une partie de sa force dans sa capacité à incarner la permanence et la continuité. Donc, les institutions qui incarnent ça, une partie de leur prestige vient de leur capacité à incarner ça. À partir du moment où les institutions qui ont pour fonction d'incarner la durée et la continuité décident de se convertir à la logique du changement permanent, sous le signe aujourd'hui du people absolu, de se dissoudre dans la logique people, elles perdent le restant de pertinence qu'elles pouvaient encore avoir. Écoute, la monarchie anglaise, quand tu y penses, c'est comme si on avait pris des gens qui représentaient parfaitement l'Angleterre, là, des typiques anglais, on les avait mis dans le formol, et là, dans un musée, et là, on avait dit, l'Angleterre va changer, il va y avoir des migrations, l'Angleterre va changer, mais si vous voulez savoir c'est quoi l'esprit anglais, allez dans ce musée-là qui s'appelle le Buckingham Palace, et vous allez voir dans des bouteilles de formol des types anglais qui vont vous rappeler c'est quoi l'Angleterre. Oui, tu as tout à fait raison. Ça incarne, au-delà des changements, au-delà du temps, au-delà des mutations, ça incarne une certaine permanence de l'esprit anglais, une certaine permanence d'une manière d'être et tout ça. Mais manifestement, dans les temps qui sont les nôtres, même les institutions qui avaient été taillées dans le roc ou dans le marbre de la permanence peinent à résister à un coup de canon médiatique venu des États-Unis, venu de qui sont les nouveaux princes de notre temps. C'est le star system planétaire. Qui sont les nouveaux princesses? C'est le star system, c'est les vedettes hollywoodiennes ou à prétention hollywoodienne qui aujourd'hui, par ailleurs, ont ce culot exceptionnel de prétendre se reconvertir en victimes pour peu. En fait, ils cherchent leur catégorie victimaire pour l'embrasser, pour dire qu'en plus d'être milliardaires, ils sont victimes, donc ils ont un double titre de noblesse. Il y a quelque chose à travers tout cela qui peut susciter méfiance ou amusement. Est-ce que le Québec séparé, une fois qu'il est un pays, devrait devenir une monarchie, se trouver un roi? Non, je pense que la République du Québec nous conviendra parfaitement, avec un président élu, un premier ministre, j'ai hâte quel système on aura, mais délivrons-nous des rois dans les circonstances et contentons-nous d'une juste, équitable et débonnaire République du Québec. Tu sais qu'elle a dit, là, elle a regardé La Petite Sirène, puis elle a dit ça en entrevue, j'ai regardé La Petite Sirène et je m'identifiais au personnage principal parce que elle a perdu la voix à un moment. Christian, elle s'identifiait à un personnage de cartoon de Walt Disney. C'était vraiment pathétique. C'est qui on veut, Woody Allen s'identifie à Dieu, moi je m'identifie au général de Gaulle et tu t'identifies à Christopher Hitchens. On a chacun, je crois, nos modèles, aucun d'entre eux n'est déshonorant. Elle choisit La Petite Sirène, ça la concerne. Merci Mathieu, la vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, Alexandre Cloutier a été nommé à la tête d'un comité qui va se pencher sur la liberté académique. Est-ce que tu es content de cette nomination? Je t'avouerai que ça m'inquiète davantage que ça me réjouit. C'est-à-dire là où ça me réjouit, c'est qu'il est bien que le gouvernement concrétise sa volonté d'aller plus loin pour voir quelle est la situation de la liberté académique, la liberté universitaire, dans quelle mesure cette logique de censure se déploie dans nos institutions d'enseignement supérieur. Là où ça m'inquiète, c'est que Alexandre Cloutier, sans préjuger de ce qu'il dira dans ce dossier-là, mais est un partisan de plusieurs des théories
de certaines d'entre elles particulièrement, qui poussent aujourd'hui à cette logique de la censure académique. On sait que c'est un... idéologiquement, on peut dire que c'était ce qu'on appelait, il fut un temps, un inclusif, mais pas au sens de l'inclusion de tous, mais un courant idéologique qui était très réservé, par exemple, envers la charte de la laïcité, c'est tout à fait son droit, évidemment. Partisan de la théorie du racisme systémique, c'est tout à fait son droit. Mais tout ça mis ensemble, quand on sait que c'est au nom de la théorie du racisme systémique, par exemple, qu'à l'Université d'Ottawa s'est établie en bonne partie cette logique de censure, eh bien, je suis curieux de voir comment il va jongler entre les définitions nombreuses de ce principe. Je me demande dans quelle mesure est-ce et encore une fois, peut-être a-t-il sur la question des libertés universitaires, fait-il preuve d'un sain libéralisme sur ces questions-là? J'en serais étonné, mais je ne m'interdis pas de l'espérer. Cela dit, il y a une dimension là-dedans qui semble un peu politique. Hein. C'est-à-dire, on aurait pu souhaiter la nomination d'une figure comme Lise Bissonnette, une figure qui a une autorité morale. Je comprends bien qu'on peut pas nommer Guy Rocher sur toutes les commissions, mais une figure de cette envergure, un Guy Rocher, une Lise Bissonnette, un Jacques Beauchemin, il y avait des figures d'envergure qu'on aurait pu nommer. J'ai plutôt l'impression qu'il y a derrière ça aussi une forme de calcul politique, c'est-à-dire on s'en va prendre une prise à ce qui reste du PQ d'une manière ou de l'autre pour être capable de dire, ben vous voyez, on vient encore d'y enlever un membre. Donc j'ai l'impression qu'il y a là-dedans, c'est une nomination qui sur le plan intellectuel me semble incertaine. Est-ce qu'il est capable de prendre conscience de l'ampleur de tous les fondements aujourd'hui de la censure académique, que c'est pas simplement le cas de 7 ou 8 étudiants woke qui terrorisaient tout le système, mais non, que c'est un problème de logique du système universitaire. Ensuite, dans quelle mesure s'agit-il d'une petite nomination politique pour être capable de faire un gain chez l'adversaire? Tout cela me laisse croire que cette commission pourrait ne pas aller assez loin. Je suis même pas certain qu'elle va aller dans la bonne direction. Et si elle y va, est-ce qu'elle va aller assez loin? Je confesse quelques inquiétudes. Tu sais, on en parle souvent, toi et moi, ici à l'émission, lorsque quelqu'un un peu plus à droite dit il y a des problèmes dans les campus, on l'écoute pas. Quand c'est quelqu'un qui est plus à gauche, là, soudainement, il a une autorité morale. C'est un peu comme pour ça qu'on est allé chercher Alexandre Cloutier, qui est quand même un péquiste qui penche pas mal à gauche, comme si pour se dédouaner en disant au woke, regardez, c'est un de votre gang là, qu'on est allé chercher. Exactement. Là. C'est comme ça que je le comprends. C'est comme ça que je le comprends, c'est-à-dire, tu sais que je raffole pas du clivage gauche-droite, mais en général, ce qu'on appelle la droite ou le centre-droit n'aime rien tant que se faire dire qu'il a raison par quelqu'un qui vient de la gauche. Comme si là, soudainement, il y avait une forme de plus-value morale, de vernis moral supérieur à ce qu'il pensait. Donc, il y a une dimension politique là-dedans, je crois, le calcul, aller dégommer un morceau de l'adversaire pour s'assurer qu'il ne renaisse pas. Il y a aussi, je crois, ce besoin de confirmation morale des partis plus conservateurs, et c'est pas exclusif au Québec, à dire, regardez, on s'en va nommer quelqu'un qui est de cette tendance pour prouver qu'on est ouvert, en espérant que ça se retourne pas contre nous. Je suis loin d'être certain que ça se retournera pas contre la CAQ, ça, parce que oui, il y a un désir de se voir confirmé par quelqu'un de l'autre camp. En même temps, on propulse dans l'espace public Alexandre Cloutier pour lui permettre s'il le souhaite, et c'est pas interdit de penser qu'il le souhaite, de programmer son retour en politique, légitimé par la CAQ sur un dossier particulièrement payant, lui qui par ailleurs risque tôt ou tard d'être très sévère envers la CAQ et de se retourner contre elle sur des questions donc qui nous conduisent aujourd'hui à cette situation de censure. Toutes les théories de racisme systémique et de privilègement, je ne sais pas ce qu'il en pense, les racistes systémiques, on sait ce qu'il en pense, et compagnie. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a ici, dans cette nomination, un calcul à courte vue, à très, très courte vue, qui pourrait se retourner contre le gouvernement, qui pourrait surtout, plus encore, se retourner contre, justement, le dossier sur la liberté universitaire, à tout le moins, qui ne lui donnera pas suffisamment d'ampleur. Parce que, je le redis, si on ne sait pas, si on ne garde pas en tête que ce dossier-là, c'est pas seulement 8 ou 10 étudiants bizarres qui traînent dans l'institution, mais c'est les baronnies universitaires, c'est-à-dire l'idéologisation du corps enseignant. Si on voit pas que c'est l'idéologisation des politiques de subvention, si on voit pas que les recteurs eux-mêmes ont déjà entrepris aujourd'hui de limiter la liberté d'expression pour ne pas heurter les sensibilités minoritaires. C'est pas les ticounes tangués, là. C'est les recteurs eux-mêmes qui sont sur ce programme-là en ce moment. On l'a vu à l'Université de Montréal, on le voit ailleurs, évidemment on le voit à l'Université d'Ottawa, mais même à l'Université de Montréal. Si on n'a pas tout ça en tête et qu'on se contente d'une définition minimaliste du problème, au mieux, c'est une gestion minimaliste d'un enjeu fondamental. Au pire, c'est une espèce de coup purement médiatique de la CAQ pour donner une apparence de contenu à une volonté de s'occuper de ce dossier-là, mais sans que ça aille plus loin. Puis,
au-delà de tout ça, il se peut que ce soit une manœuvre politique qui se retourne contre le gouvernement. Et c'est quoi la fameuse phrase « Je me méfie des gens qui dénoncent les conséquences d'un problème dont ils chérissent les causes ». Je crois que c'est de Bossuet de mémoire. Dieu se méfie des hommes qui chérissent les conséquences dont ils maudissent les causes. Exactement, de mémoire. C'est ça. Et je crois que oui, on est là-dedans. C'est comme d'habitude ça. C'est presque, en fait, pour qui s'intéresse à l'histoire des idées, c'est fascinant de voir comment c'est presque cyclique. Sur la question du communisme, sur la question au XXe siècle, sur la question du multiculturalisme, de l'islamisme, de l'islamisation des banlieues en France, de l'immigration, sur toutes ces questions-là, eh bien, c'est presque toujours la même chose. D'abord et avant tout, une partie des conservateurs, entre guillemets, à tort ou à raison, mais souvent à raison, disent il y a un danger. On les écoute pas en disant vous êtes des réactionnaires qui défendez des intérêts périmés du monde ancien, votre parole ne vaut rien. Un jour, des progressistes se rendent compte que ça dérive, ils s'en inquiètent. Là, leur inquiétude est légitime parce qu'ils viennent du bon camp. Là, les conservateurs disent en passant, on en parlait depuis 30 ans. On dit oui, mais vous, c'était pas légitime parce que c'était par idéologie ou par intérêt malsain, alors que nous, on est éclairés par la sainte révélation progressiste. Est-ce qu'on est devant quelque chose comme ça? À tout le moins, depuis quelques mois, le débat sur la liberté universitaire, c'est ça. Hein? C'est autrement dit, c'est une partie de la gauche qui se fait extrême droitiser par la nouvelle gauche woke et que là, qui est une crise de panique parce que c'est elle qui, normalement, disqualifiait moralement ses adversaires en les étiquetant de sale manière. Et là, c'était son tour de subir le mauvais sort, donc elle se met à paniquer. Et nous, on dit, à la manière de Parizeau, mais que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Vous êtes les bienvenus. On critique ça depuis longtemps. Mais quelquefois, il leur arrive de se dire, on veut quand même pas de ces gens-là à la manière d'alliés. Donc, pour l'instant, il y a un côté là-dedans, la gauche qui se dévore elle-même dans l'université. Il n'en demeure pas moins que nous devons défendre le principe de la liberté universitaire, le pluralisme intellectuel à l'université, et on doit se rendre compte que le dérèglement de l'université en ce moment, ce n'est pas un détail, ce n'est pas une petite dérive, c'est une institution qui est en train de se dérégler. On le voit au Québec, on le voit aux États-Unis, on le voit en France. Et d'ailleurs, en parlant de la France, là, rapidement, hier, tu as participé à un débat à France Culture et tu débattais contre 2 universitaires. Oui, alors c'était très drôle. En fait, c'était sur un débat justement sur la notion de guerre culturelle, de bataille sociétale, tout ça. Et là, ce qui était drôle, c'est que en gros, on était devant 2 militants universitaires très orientés au progressisme revendiqué, mais qui sont persuadés de faire de la science. Et quand je leur faisais remarquer que les concepts qu'ils utilisaient étaient des concepts idéologiquement orientés, idéologiquement construits, que leur prétention à la science dure était quelque peu exagérée, qu'on était devant une forme de lysenkisme qui ne dit pas son nom pour aujourd'hui, eh bien, leur réaction était celle de mandarins, des figures de la nomenclatura universitaire qui étaient heurtées par cette simple idée que leur concept ne soit pas purement scientifique. Donc, c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans l'université, il y a des militants qui se prennent vraiment pour des scientifiques et qui ne peuvent pas concevoir qu'on les critique. Si on les critique, on est la figure de l'obscurantisme. Ce problème-là, il est présent sur les 2 continents et il se disparaîtra pas demain. Et je suis pas certain qu'Alexandre Cloutier soit le bélier nécessaire pour prendre la citadelle universitaire. Oui, tout à fait. Moi non plus. On a mis beaucoup d'eau dans le vin du côté de la CAQ. Et si je veux écouter ce débat-là sur France Culture, parce qu'on peut bien sûr écouter leurs émissions sur leur site Internet, c'était quelle émission? L'émission, c'est Le Temps du débat. C'est animé par Emmanuel Laurentin. Je l'ai mis sur ma page Facebook et mon compte Twitter, mais c'est sur le Temps du débat sur France Culture. On trouve l'émission facilement. C'est sur le concept de guerre culturelle. Alors, on te trouvait tellement fort que ça a dû prendre 2 personnes contre toi. Tu te battais contre 2 personnes. Oui, c'était Bud Spencer à nouveau. Mais bon, c'était pas désagréable. L'animateur était correct. Je devine quelles étaient ses préférences, mais c'était un débat qui n'était pas désagréable, même si j'avais l'impression de créer scandale et de provoquer l'hérésie dans un concile. Alors, c'était le géant Ferré qui se battait contre 2 nains. J'ai très hâte d'écouter ça. Merci, Mathieu Bock-Côté. Salut, bonne journée. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres.
Alors Mathieu, il y a un bras de fer là, entre Simon Jolin Barrette et la juge en chef de la Cour supérieure du Québec, de la Cour du Québec. Elle juge que les candidats pour devenir juge dans le district de Montréal devraient être bilingues. Lui dit, écoutez, il y a hors de question, ce n'est pas une province bilingue, c'est une province française. Et je ne sais pas si tu as lu aujourd'hui Michel David dans Le Devoir, mais c'est assez particulier. Michel David dit à Simon Jolin Barrette, c'est inutile ce combat-là, ça donne strictement rien. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais ça, c'est le propos défaitiste habituel. Ça ne donne jamais rien de quelque manière que ce soit, quelque combat que ce soit. Donc, je pense que c'est un combat important, parce que ce qui se joue à travers ça, c'est la question de la langue de l'État. Est-ce qu'au Québec, le français est la langue commune? Est-ce qu'au Québec, le français est la langue officielle? Est-ce qu'au Québec, c'est en français que ça doit se passer? Ensuite, la minorité historique anglaise a des droits particuliers qu'on lui reconnaît, que personne ne conteste. Mais est-ce que globalement, le français n'est qu'une langue sur deux, une langue optionnelle, et plus encore, dans certains cas, est-ce que c'est une langue qu'on peut laisser de côté parce qu'elle n'est pas essentielle? Est-ce qu'il faut créer les conditions institutionnelles au Québec pour qu'on puisse se passer du français régulièrement? Est-ce que c'est le rôle de l'État québécois de juger que le français ne suffit pas? Eh ben, moi, je pense que sur ces questions-là, c'est le simple bon sens qui commande que l'État québécois affirme pleinement l'idée que c'est un État francophone. J'ai eu l'occasion d'en parler une fois ou deux à ton émission déjà. Guillaume Rousseau et François Côté ont écrit un excellent livre sur cette question pour expliquer pourquoi et comment on peut vraiment faire du français la langue commune au Québec, la langue officielle de l'État. Et là, ce qu'on voit en plus avec la juge de la Cour du Québec, Madame Rondeau, ce qui est particulier, c'est qu'elle elle se cache derrière l'indépendance judiciaire, le principe de l'indépendance de la magistrature, pour, dans les faits, mener un combat politique. Alors, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, les juges qui prétendent être indépendants, il y a une forme d'impérialisme du droit. Les juges, il y a des juges activistes. Alors, il y a des juges activistes, on le sait, lorsque vient le temps de prendre des jugements de cour en tant que tel. On le voit sur la décision des mots comme père et mère, sur la question de la loi 21, sur la loi 101, mais aussi lorsque les juges, manifestement, veulent se soustraire au principe de la loi 101 et plus largement au principe du français langue commune. Donc, il est temps de rappeler aux juges que leur indépendance, elle est fondamentale, mais cette indépendance ne doit pas être utilisée comme masque pour avancer un tout autre agenda. Je parlais tantôt à Gilles Proulx, il me disait quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est fou à quel point les juges sont allergiques à tout ce qui touche l'identitaire, que ce soit la loi 21, la loi 101, etc. Ah ben absolument, mais ils sont dans l'esprit, en fait. Ils se croient, c'est fascinant quand même, parce qu'ils se croient la plupart du temps non idéologiques. Ils se croient simplement au service du droit. Puis comme je disais dans la chronique du journal ce matin, moi je suis pas avocat, donc je suis pas obligé de faire semblant de les respecter tout le temps. Je suis pas obligé de croire qu'ils sont toujours éclairés. Je suis pas obligé de penser qu'ils n'ont pas de biais idéologique. Je suis pas obligé de faire semblant que lorsqu'ils se comportent comme des matamores en cours, eh bien ils sont respectables. Et on a le droit, puis c'est le privilège du non-avocat de dire que certains juges se comportent de manière idéologique, de manière politique, qu'ils ont un agenda. Et leur hostilité à l'identitaire, c'est qu'on a une forme de sacralisation de l'individu. Alors, les droits individuels, c'est fondamental, évidemment. Il y a une manière de les lire qui consiste à arracher l'individu de la collectivité. Puis plus encore des droits des minorités, entre guillemets, avec ce préjugé fondamentalement hostile à la majorité qui serait toujours vu comme tyrannique. Eh bien, les juges se donnent aujourd'hui le droit, finalement, de surplomber le législateur, de surplomber le politique, à la manière de correcteur de copie. Eh bien, c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'appliquer la loi, c'est de s'en tenir à l'intention du législateur et non pas de réécrire et de réinterpréter à partir d'une conception créative du droit. Donc, on est en ce moment dans un conflit de légitimité politique qui cherche à se maquiller comme un conflit entre le droit et le politique. Non. Les juges font de la politique très souvent. Il est temps de le dire pour savoir au moins minimalement dans quel environnement institutionnel on évolue. Et corrige-moi si je me trompe, Mathieu, mais je crois, sans me tromper, je crois que Montréal fait encore partie du Québec. Ça se peut-tu, ça? La rumeur le veut, mais beaucoup de gens espèrent que ce ne soit pas le cas. Il faut voir, moi, c'est une de mes hantises depuis le début des années 2000. Je m'en souviens encore. On voyait, à la fin des années, après le référendum de 95, il y a eu le mouvement partitionniste. On s'en souvient, il y avait des figures qui disaient, si le Québec se sépare, eh bien, il faut faire du West Island, une forme d'Irlande du Nord, et puis il faut se séparer du reste du Québec pour ne pas subir le poids de la domination francophone, never under French rule, comme disaient les orangistes. Bon. Eh bien, au début des années 2000, j'ai comme une forme d'intuition, de peur, d'inquiétude, tout ça à la fois, que
vu la dynamique idéologique, démographique et culturelle qui s'engageait, eh bien, un jour, c'est Montréal au complet, si jamais on faisait un référendum, qui voudrait faire la partition. Montréal au complet aurait la tentation de la cité-État. Et depuis, ça s'est confirmé de mille manières. Eh bien, moi, je pense qu'il est temps, plus que temps, il est urgent de ramener de réintégrer symboliquement, politiquement, juridiquement Montréal au Québec pour casser cette logique du pays qui devrait se diviser en deux, comme s'il y avait au Québec deux peuples, comme si finalement le Québec était appelé à une forme de partition mentale entre la métropole et le reste du Québec. Donc non, il faut que le gouvernement du Québec utilise les moyens qui sont les siens pour rappeler symboliquement, juridiquement, politiquement que Montréal se soumet à la règle québécoise. Montréal n'est pas une société distincte au sein du Québec. C'est une métropole, c'est une métropole cosmopolite, on l'aime comme telle, c'est une métropole tout à fait singulière et intéressante, mais ce n'est pas une cité-État enclavée dans un État de francophones bouseux. Non, c'est pas ça. Et de ce point de vue, je pense que de la loi on l'a eu sur la loi 21, puis avant ça la loi sur la Charte des valeurs, la tentation de certains élus montréalais de dire on veut s'extraire de ça. Non, il faut justement les rappeler en disant que vous êtes dans l'espace mental et politique et juridique québécois et il n'y a pas de société distincte improvisée. Montréal n'est pas un autre peuple à l'intérieur du Québec. Tout à fait. Je te parlais de Gilles Proulx tantôt. Un autre truc que Gilles Proulx répète souvent lors de sa chronique, c'est que selon lui, Simon Jolin Barrette est isolé dans son parti. Est-ce que c'est l'impression que tu as? Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il représente un peu à lui seul en ce moment dans le Conseil des ministres l'aile clairement nationaliste de la CAQ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans le personnel politique des gens qui sont de cette sensibilité. Ça ne veut pas dire que chez les militants caquistes, il n'y a pas des gens clairement nationalistes. Ça ne veut pas dire que François Legault lui-même n'est pas tiraillé entre ses anciennes convictions et ses nouvelles fonctions. Mais je crois qu'il incarne cette aile-là, mais il est de plus en plus seul. Mon impression, vue de loin, c'est que la CAQ a fait avec la laïcité, a fait un grand geste pour l'affirmation nationale, et c'est vrai, nul ne le conteste, mais c'est comme s'il avait coché la case. Et là, c'est terminé. Pour le reste, on va se contenter quelque peu de nationalisme verbal. On va se contenter de nationalisme rhétorique. Et je pense que dans ce jeu d'équilibre entre l'aile libérale, affairiste de la CAQ, qui est présente, l'aile fédéraliste affairiste, on la voit, et l'aile nationaliste qui est présente aussi, j'ai l'impression que l'aile nationaliste pèse de moins en moins. Donc, le discours, la CAQ est prête à faire quelques concessions nationalistes. Hein. La CAQ a dit, on a le droit de baisser les seuils d'immigration. Ouais, elle les baisse de manière artificielle pendant 2 ans pour ensuite dire qu'elle veut les remonter. La CAQ dit le français est en danger. C'est vrai, mais décide quand même de porter, d'agrandir Dawson et puis de rien faire pour le cégep français. La CAQ dit, il faut plus d'autonomie pour le Québec dans le Canada, mais quand le fédéral dit non au rapport d'impôt unique, la CAQ dit c'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, à un moment donné, il va falloir tirer quelques conséquences de ce nationalisme qui, de la parole, devra passer aux actes. L'horizon des prochaines semaines, la nouvelle loi 101, la mise à jour de la loi 101, ça va être un test fondamental pour la CAQ, puisqu'elle elle est prête à aller. Et en terminant, notre collègue Antoine Robitaille fait une entrevue très intéressante avec Denis Arcand, et Denis Arcand parle de ta série préférée, Duplessis, et il dit selon lui, l'Union nationale, et là je cite Denis Arcand, il y avait une espèce de respect des traditions, d'amour du peuple et de connexion avec la population, et il dit qu'il retrouve ça chez François Legault. Ben, je suis assez d'accord. L'Union nationale n'est pas que la caricature qu'on en a fait. C'est-à-dire, c'est un parti qui avait tous les défauts qu'on veut lui. Il y avait des défauts, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on l'a écrasé sur la caricature. Et là, ce qu'on redécouvre, c'est qu'à une époque, c'était une forme d'autonomisme de conservateur. Aujourd'hui, on a une forme de nationalisme de centre-droit. Il y a cette idée qu'on prend le peuple du Québec tel qu'il est, et non pas dans cette idée que les Québécois ne seraient dignes d'intérêt que s'ils se conformaient à tel ou tel idéal, et ainsi de suite. Il y a un respect pour le Québec profond. Ça émane du Québec profond. Ça émane de cette certitude que le Québec est l'expression politique d'un État, d'un peuple de langue et de culture française. Donc non, je pense que c'est une continuité historique. Moi, j'ai appelé ça la tentation, le virage autonomiste du nationalisme québécois. C'est un retour, en quelque sorte, à ce qu'a été historiquement l'Union nationale, avec cette nuance qu'on a derrière nous 2 référendums ratés, ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'Union nationale. La question de savoir, est-ce que la CAQ, c'est une transition lente pour nous faire accepter peu à peu notre minorisation dans le Canada sans pour autant
sacrifier notre honneur, ou est-ce que c'est un espèce de détour qui annonce un prochain redressement? Est-ce que c'est une transition vers la défaite et la capitulation, ou une transition vers le redressement? C'est une question que je me pose sans en avoir la réponse. Excellente question, tout à fait. Alors, je dis aux gens d'aller te lire, de lire aussi Antoine Robitaille, son entrevue avec Denis Arcand. Merci, Mathieu. Bonne journée. On se reparle demain. Nicolas est là parce que je voulais y parler en dehors du bureau, c'est tout. J'avais besoin de jaser avec lui de choses très importantes puis très confidentielles. Tout nu? Deux hommes tout nus, une coproduction de Dream Team et du Théâtre de Labordée. Tous les détails sur labordée.ca. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mon cher Mathieu, parfois le monde me désespère et me terrifie parce que je le trouve agressif, je le trouve violent, mais depuis quelques jours, je me sens beaucoup mieux maintenant qu'on a banni Pepe Le Pew. Il me semble qu'on vit dans un monde plus sécuritaire, tu trouves pas? Alors, celui que moi je surnommais, quant à moi, le putois amoureux. On a chacun notre manière de nommer nos héros. Oui, alors à partir d'une chronique ou tout d'un texte dans le New York Times, on a appris que ce personnage des Looney Tunes, comme on dit, je crois, était ce putois qui est censé représenter le français, qui sent mauvais, qui est toujours à la recherche, qui cherche toujours à séduire, qui mange toujours, qui reçoit toujours un râteau, soit dit en passant. Chaque fois, il se plante. Alors, c'est une caricature. Alors, on aurait pu, à la rigueur, se dire ils vont le bannir parce que c'est une représentation caricaturale et insultante et même raciste des Français. Ben moi, je pensais que c'était ça l'affaire, là, parce que c'est DSK, là, vraiment, la moufette, là, qui est vraiment lourd quand il crouse et tout ça, là. Et moi, je dis, OK, ils l'ont enlevé parce que c'était discriminatoire contre les Français, même pas. Mais non, pas du tout. Non, c'est parce que ça serait une illustration de la culture du viol. Et là, on se dit, bon, là, on est quand même... Alors, tu sais, théoriquement, on devrait être capable d'aborder ces sujets-là rarement sur le mode de l'amusement. Mais je défends la thèse que ces événements-là, le putois amoureux, comme je l'appelle, et tant d'autres, ce ne sont plus des faits divers. Ce sont des faits politiques qui s'accumulent dans l'actualité. C'est une logique d'éradication, c'est une logique pas seulement de censure, mais c'est une logique d'éradication, c'est une logique d'effacement de la culture, c'est une logique de destruction ou de déconstruction de tout ce qui, dans la culture, entre en contradiction avec l'idéologie dominante actuelle. Et ces traces dans la culture, ce personnage, eh bien, ça heurterait. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque ça heurte la sensibilité actuelle, on doit fonctionner avec la logique de l'efface, avec la logique de la déconstruction. Mais Mathieu, ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie. Parce que pendant qu'on enlève Pepe Le Pew, pendant ce temps-là, tu ouvres la télévision, je sais pas si ça existe encore, MTV aux États-Unis, mais tu tombes sur des vidéos de rap, souvent des Afro-Américains, pas toujours, mais souvent, puis c'est hey, suck my dick, you ho, puis tout ça, sérieusement. Et ça, je m'excuse, c'est des misogynies. Ça, c'est une forme de culture. Mais ça, c'est jamais dénoncé. Jamais. Eh ben, tu vois, il faut savoir, et nous y revenons, c'est un élément central de l'idéologie dominante de notre temps, que le mal est nécessairement mâle, blanc, occidental, et en tire son origine. Si on se retrouve devant des représentations de racisme, de sexisme, d'agressivité envers les femmes, dans ce qu'on appellera, entre guillemets, d'autres cultures, entre guillemets, à tout le moins ce qui est associé à d'autres choses que l'homme blanc hétérosexuel. Alors, il faut entrer dans la logique de l'excuse, du pardon, de la compréhension. On le voit, soit dit en passant, avec la traduction du poème de la poétesse Gorman, si je ne me trompe pas. Ces traducteurs, on le comprend, doivent être chacun noirs, femmes, et ainsi de suite. Et ceux qui ont le malheur d'être blancs n'ont pas le droit de traduire parce qu'ils ne pourraient pas ressaisir intimement l'expérience décrite par la poétesse. Je m'excuse, mais discriminer quelqu'un sur une base raciale, c'est plus juste du racial, c'est du racisme pur et simple. C'est du racisme. Mais le racisme est une exclusivité blanche. Donc, on ne peut pas dire que ceux qui assurent la défense des droits de cette poétesse, qui assurent la traduction de ses poèmes, ce sont des racistes. Pourtant, c'est du vrai racisme pur et dur, classique, sans gêne, mais notre système mental aujourd'hui est ainsi fait que devant cette manifestation de racisme, il ne faut rien dire, et mieux encore, il faut y voir une aspiration légitime à l'émancipation, mais devant l'universalité, devant l'universalisme, devant le fait de ne pas tenir compte de la couleur des gens, eh bien ça, c'est du vrai racisme. On marche sur la tête. Mais, alors je reviens sur ce que tu dis, parce que c'est tout à fait juste, c'est que là, on a ce putois amoureux, ce putois qui ne sait pas s'y prendre, ce putois qui aimerait être un dragueur, mais qui finalement se plante chaque fois, eh bien ça,
parce qu'il est sans défense à certains égards, eh bien, on se prend sur ça. C'est très facile d'en devenir vertueux. On efface ce pauvre putois, on dit dégage putois, et tu n'es plus là. C'est tellement absurde, mais ce n'est pas qu'absurde. C'est toute la morale de l'époque qui se révèle là-dessus. C'est l'obsession idéologique. C'est ce qui fait, comme on disait l'autre fois, qu'il a fallu liquider ce pauvre monsieur patate, parce qu'il fallait avoir la patate non genrée. C'est ce qui fait que la moufette devient le symbole de la culture du viol. Mais quand on est devant des vrais gestes de racisme, quand on est devant des vraies manifestations de sexisme, comme tu l'évoquais, comme on le voit quelquefois dans le rap, là, ça compte pas. Là, faut détourner le regard. Là, faut être beaucoup plus complexe et subtil. Complexe et subtil, c'est ainsi qu'on justifie une forme de capitulation mentale. Tout ça est lamentable, mais ce ne sont plus des faits divers. C'est pour ça qu'on doit en parler chaque fois que ça arrive, parce qu'à travers ça, c'est une guerre culturelle qui se mène. Et tu sais, on disait, bon, c'est un stéréotype raciste, mais moi, je crois aux stéréotypes. Je trouve ça drôle, les stéréotypes. Regarde comme il y avait Speedy Gonzalez, OK, qui était la petite souris mexicaine. Souvent, on la voyait dormir avec le sombrero d'en face, puis là, on dit c'est épouvantable, c'est dérogatoire parce que les Mexicains, ça les montre comme des paresseux. Ben non, quand tu vas dans le sud, puis il fait 50 degrés l'après-midi, c'est certain que les gens sont plus slow. Puis c'est un stéréotype. Les Italiens parlent avec leurs mains et sont très, très près de leur maman. Veut dire, tu sais, chaque culture a un stéréotype. Les Chinois, c'est difficile de savoir ce qu'ils pensent. C'est vrai. Ils ont comme un poker face puis tout ça. Est-ce que c'est un stéréotype? Est-ce que c'est un cliché? Oui, mais qui cache quand même une certaine particularité culturelle. So what? Non, mais voilà, à un moment donné, c'est qu'on veut empêcher toute forme de généralisation, c'est empêcher toute forme de réflexion sur la culture. Évidemment que tous les genres d'un peuple ne ressemblent pas à l'image qu'on s'en fait, aux stéréotypes qu'on s'en fait. Évidemment qu'il ne faut pas, une fois qu'on interagit avec les gens, les réduire à la figure du stéréotype qu'on peut avoir dans sa tête. Ça va de soi. L'intelligence humaine consiste à réviser ces stéréotypes au contact de l'expérience. Il n'en demeure pas moins que dans mon esprit, il y a une différence de tempérament entre un Français et un Britannique. Il y a une différence de tempérament entre les Québécois et les Canadiens anglais. C'est-à-dire les Canadiens anglais que l'on dit normalement réservés, que l'on dit plus stoïques, les Québécois qu'on dit « Ah ouais, rentre ma jument! » Bon, et c'est ça, il y a un côté, il y a une espèce de côté bonhomme, côté colon, comme qui dirait quelquefois. Oui. La figure du Québécois, elle est bonhomme. Bon, entre l'Américain avec qui tu deviens ami 3 secondes d'écart après, hello my dear, hello my friend. Et là, on pourrait trouver pour chaque culture génère sa représentation caricaturale, certes, mais qui n'est pas sans intérêt. Or, et en dernière instance, le propre de la caricature, le propre du dessin, le propre du dessin animé, c'est de capter des caricatures, de capter des stéréotypes, puis ensuite de nous faire rire avec ça, de jouer avec tout cela. Et bien, écoute, Astérix, ce n'est que ça, mon Dieu, des caricatures culturelles. Voyons. Mais oui, faudrait-il bannir Astérix? Ça viendra probablement, à moins qu'Astérix ne se bannisse lui-même, ça viendra aussi avec les nouveaux épisodes. Mais il y a quelque chose qui se joue à travers ça, c'est la possibilité même de la réflexion. Il y a un puritanisme anglo-saxon, tu vois, un autre cliché, un puritanisme anglo-saxon, un puritanisme protestant, un esprit sérieux, une absence d'humour, un esprit policier, une logique de tchéquiste, une logique de KGBiste qui s'installe un peu partout, et le journaliste ou le chroniqueur devient commissaire politique, cherche un sujet pour la journée, ne le trouve pas, va donc dire qu'est-ce que je pourrais effacer du monde d'hier? Ça sera tout simple. Et ensuite, en plus, je serai promu grand chevalier dans l'ordre de la justice diversitaire. Et ça se reproduit comme ça, et les symboles tombent, s'accumulent, et ainsi de suite. Et on est pris au dépourvu parce que malgré le fait que l'immense majorité de la population trouve que tout ça, c'est imbécile, ça n'a aucun bon sens, c'est crétin, c'est fou, eh bien, il n'en demeure pas moins que les pouvoirs décident quand même de se soumettre à des minorités idéologiques sectaires et fanatiques. Non, mais ris-tu ces gens-là de temps en temps, les woke? Ils ont-tu du fun des fois? On dirait que c'est toutes des Madame Bec-Sec avec un balai dans le cul. Il y a beaucoup de stéréotypes et de préjugés dans ce que tu dis. Bon, oui. Tu vas te faire poursuivre, ça continue. Mais tu vas te faire annuler. Mais alors, non, mais tu as tout à fait raison. Il y a une absence de sens de l'humour chez ces gens-là. Je pense, je crois que c'est un philosophe anglais qui s'appelait Shaftesbury de mémoire, qui disait que l'humour était une vertu essentielle pour contenir les excès révolutionnaires. C'est-à-dire au moment là où on se laisse dévorer complètement par son personnage, eh bien, me semble-t-il qu'un certain humour fait en sorte qu'il faut jamais se prendre au sérieux complètement. Il faut être capable de se moquer de soi et se moquer des autres. C'est possible aussi, sans méchanceté abusive, mais sans tomber dans l'esprit gna-gna-gna. Eh bien, ça, non, je ne pense pas qu'ils sont capables de rire parce que
L'humour suppose le deuxième degré. L'humour suppose la distance par rapport à soi, par rapport aux autres. L'humour implique de ne pas se laisser enfermer dans le premier degré des choses, dans le premier sens des choses. Tout cela, nos gardiens de la morale universelle n'en sont pas capables. Et ça fait en sorte qu'ils patrouillent la culture toujours à la recherche de nouveaux dérapages. Et quoi rajouter à ça? Merci beaucoup. On va regarder des vieux Looney Tunes ce week-end. Merci Mathieu. Au grand plaisir. Bye bye.